Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Racicot. Bienvenue à la série Balado Transactions réussies. Une série qui porte sur l'immobilier parce que le marché au Québec est en ébullition. Puis nous, notre but, que vous soyez un premier acheteur, un acheteur expérimenté ou encore un investisseur, c'est de vous donner le plus d'informations possible, de démystifier certaines choses pour vous permettre par la suite de naviguer dans le marché avec assurance et confiance. Et on fait ça avec la façon Georges Bardagy, c'est-à-dire une approche qui est humaine et franche. Merci beaucoup, Isabelle. Georges, te rappelles-tu le sentiment quand tu as acheté ta première maison? Oui, je m'en souviens. J'étais déjà courtier, puis ma femme était notaire. Fait que déjà, on avait vous étiez en avance. Bonne connaissance. Ouais. Fait que là, moi, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Puis j'ai acheté une propriété à Outremont. C'est un haut duplex, indivise, 129 000 en 1994, quelque chose comme ça. Et puis, ça a été une expérience émotive, c'est-à-dire que, en fait, j'ai acheté d'autres maisons ensuite, mais quand j'ai pas acheté tant de maisons que ça, mais la première, c'était quand même, tu sais, la on première, a un c'était énervant. T'as le vertige puis t'es excité en même temps. Le fait que ma femme est notaire puis moi, je sois courtier, on va se calme. le dire, c'était moins pire. Mais quand j'ai acheté mon autre maison, la deuxième, m'a dire, là j'y ai pensé comme il faut la nuit, j'y ai pensé. Puis pourtant, c'est ma job. J'avais lu des livres aux États-Unis sur comment acheter une maison, etc. Puis alors, je pense qu'il y a toujours quand même, quand c'est pour toi, il y a toujours quand même des papillons. Puis il y a beaucoup... Il y a ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. Alors là, rapidement, pour faire un cours de psychologie, je ne suis pas psychologue, mais à force de faire des transactions, on le devient un petit peu par défaut, le courtier immobilier. Quand on fait une grosse décision, puis là, tout d'un coup, l'offre est acceptée, puis là, il y a des conditions d'inspection. Là, on est nerveux. Oui. Là, on commence à regarder, on est hyper vigilant. Oui. On regarde toutes les autres propriétés qui se vendent ou qui se vendent pas. On écoute les nouvelles économiques, puis on il va y avoir une récession, peut-être ça va baisser, j'aurais pas dû acheter tout de suite. Puis là, il arrive aussi la famille. Donc, le beau-père, il arrive dans la transaction. La troisième partie veut toujours justifier sa présence, positivement ou négativement. Puis là, il vient puis il démolit la maison complètement. Alors, je vois ça. Ça, c'est humain. C'est normal. Oui. C'est pour ça qu'un bon courtier doit toujours vendre après la vente. Ça veut dire que, écoute, on a fait nos devoirs, ça fait 3 mois, 2 mois qu'on regarde. On a vu plein de propriétés, on a étudié. C'est un bon achat. Puis, entre toi puis moi, on voit que l'immobilier, c'est probablement le meilleur gage d'investissement. Ça augmente toujours dans le temps. Fait que dans 15-20 ans, si tu vends la maison, quand tu as payé 10 000 de plus à ce moment-là, ça se peut, mais tu voulais, tu étais en amour, puis des fois, l'amour, ça coûte cher. Mais 15-20 ans plus tard, j'ai jamais de clients qui regrettent, puis la plupart du temps, ils ne se souviennent même pas le prix qu'ils ont payé pour la maison. C'est ça 15-20 ans plus tard. Là, dans les 2 derniers épisodes, on a parlé du côté des vendeurs. Là. Aujourd'hui, on va se mettre du côté de l'acheteur dans un marché de vendeurs en plus. Oui. Puis, tu sais, je t'écoutais parler sur la première maison, puis peu importe la raison pour laquelle on achète, ça demeure que c'est un gros investissement, puis c'est un moment charnière dans une vie. Est-ce que, tu sais, être prêt financièrement et émotionnellement, pour toi, ça veut dire quoi? C'est faire ses devoirs. Okay. Quand j'ai un premier acheteur qui arrive dans mon bureau, souvent, maintenant, c'est les enfants de mes amis ou des amis de mes filles, puis je leur parle, puis je leur dis... Je dis, si tu veux faire un bon achat, la première chose que tu regardes, c'est la localisation. Parce que même si tu tombes en amour qu'une maison, si elle n'est pas située au bon endroit, c'est très difficile à déménager une maison. Oui. Deuxièmement, regarde la superficie habitable puis la superficie du terrain. Parce que tu peux toujours agrandir une propriété, mais c'est coûteux, c'est compliqué, ça prend des plans, des rénovations, puis il faut que tu déménages pendant quelques mois de ta maison. Puis la dernière chose que tu devrais regarder, c'est l'état des lieux par rapport au prix. C'est sûr que si c'est plus cher, mais que c'est clé en main, puis tu vas avoir moins de travaux d'entretien, mais peut-être que tu te serres la ceinture, mais ça va être mieux dans 2-3 ans. Puis des fois, tu as une bonne opportunité dans une maison qui est complètement à refaire, mais qui est située sur une rue extraordinaire, puis qui est déjà spacieuse. Donc, si on garde ça dans cette étape-là, 1, 2, 3, tu ne te tromperas jamais dans ton achat. C'est ce que je dis comme conseil à tous les premiers acheteurs.
Puis aux acheteurs qui sont expérimentés, tu leur dis Pas quoi? expérimentés, mais là, ça dépend de leurs besoins. Souvent, c'est des gens qui ont accumulé de l'équité dans leur maison. Ouais. Ils ont acheté leur maison, première maison à 300 000 400 000. Tout d'un coup, elle vaut 800. Ils sont capables de s'en payer une à 1,5. Ils ont plus de moyens, ils veulent se gâter. Ça devient très personnel. C'est plus difficile de dire ça, c'est un bon achat. Ouais. Les gens, ils se gâtent, puis ils vont acheter une maison secondaire. Donc, ça devient... Je pense que c'est la même règle, hein, si on va faire un bon achat pour expérimenter ou pas. Mais disons que quand on est expérimenté, on a un peu plus de moyens pour se gâter. Puis des fois, on dit, je sais que c'est plus cher, mais c'est là que je vais être. T'sais? Alors que quand on est premier acheteur, mais là, c'est tellement crucial de rentrer dans le marché immobilier au début de sa vie. C'est beaucoup ça a beaucoup d'impact financier sur le reste de ta vie. Donc là, c'est encore plus important. OK, parlons-en des finances, c'est-à-dire qu'à quel moment dans le processus tu nous conseilles d'aller préqualifier à la banque? Bien, n'importe qui veut acheter une propriété doit passer par ce processus-là. Mais je dirais que l'étape juste avant, c'est de commencer à bâtir une mise de fonds. On sait que normalement, pour acheter une propriété, ça prend une mise de fonds. Hein? Oui. On va obtenir une hypothèque ensuite. Idéalement, un prêt non assuré, c'est 20 % mais c'est très rare que des jeunes acheteurs sont capables, surtout aujourd'hui, d'accumuler 20 % de la mise de fonds. Donc, il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place pour faciliter ça. Donc, c'est la première chose que je dirais aux jeunes. J'ai dit, écoute, si tu as une augmentation de salaire, puis tu étais capable de vivre avec ton ancien salaire, mais tout l'excédent, mets-le de côté pour ta mise de fonds, puis utilise le CELIAP, qui est probablement le meilleur outil. On va en parler sûrement avec nos amis de la Banque nationale, mais oui, je leur dirais, monte la mise de fonds. Puis après ça, quand on va se faire qualifier pour une hypothèque pour savoir, OK, on tombe en amour avec une maison, mais on est capable de se la payer. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on est qualifié pour un montant. Il faut faire d'autres choses que de vivre pour sa maison. Ben donc, oui. il faut être capable. Alors, je les informe sur les pièges de l'immobilier, l'entretien, puis il y a plein de conseils que je leur donne. Mais au début, c'est mise de fonds, préqualification, puis voici les règles pour faire un bon achat. Ensuite. Mais quelqu'un comme moi là, qui aime ça magasiner, là, faire des visites virtuelles, est-ce qu'avant de commencer mes visites virtuelles, je devrais déjà savoir être préqualifié pour savoir dans quel range je devrais regarder? Si tu as vraiment l'intention de déménager, oui. mais si tu n'as pas l'intention de déménager, c'est pas grave. Non. Tu peux regarder autant que tu veux. Moi je fais juste dire que il faut éduquer. Même si c'est un acheteur expérimenté. Mettons, tu me dis, sais-tu quoi, Georges, là, dans 5 ans, mes enfants sont grands, sont en appartement. Je n'ai pas besoin de cette maison-là. Je suis prête à aller en ville ou à la campagne, ou peu importe. Ça se pourrait que je te dise ça. Ça pourrait. Ou je vais acheter un autre immeuble à revenu, prendre l'argent, m'acheter un immeuble à revenu. Peu importe c'est quoi. Mais ce que je vais te dire, Isabelle, c'est parfait. On va étudier. Qu'est-ce que tu dis, étudier? On va faire nos devoirs. Parce que moi, là, tu peux me faire confiance, je suis digne de confiance, mais j'aime bien quand mes acheteurs, surtout les premiers, je les éduque. Je l'embarque dans l'auto. On va faire un tour d'auto. Rentre dans le quartier. Quel quartier qui t'intéresse? Parfait. Où tu vas travailler? Là. Où tu penses que tes enfants vont aller à l'école? Là. Parfait. Là, je fais le tour et je dis, regarde, ça s'est vendu tel prix. Ça s'est vendu tel prix. Ça, c'est une bonne rue. Ça a pris plus de valeur. Ça, c'est prendre le produit qui a pris le plus de valeur dans le temps. Wow. Donc, ça devrait être encore rare dans quelques années. Puis là, je veux qu'ils choisissent 1, 2, peut-être 3, mais 3, ça commence à être gros, quartier ou arrondissement, et se concentrer. Parce que là, si je leur montre des propriétés à vendre, ils peuvent tomber en amour tout de suite la première journée parce que les jeunes, ils se projettent déjà quitter leurs parents, d'être à la terrasse, puis avec leurs amis. Mais je peux leur montrer aussi les propriétés qui sont vendues pour qu'ils aient une bonne idée de combien ça vaut. Donc, je leur dis... Être lucide. Je leur donne un cours d'évaluation. Comment être lucide, exactement. Comment ça vaut. Puis après ça, fais les devoirs. On les met sur alerte immobilière. Donc, tout ce qui sort de nouveau chaque jour, ils reçoivent un email. Même si moi, je suis occupé, ils reçoivent un courriel. Puis là, ils disent, OK, hey, Georges, j'aimerais ça aller visiter cette propriété-là qui vient de sortir cet après-midi. Puis là, on la visite. Peut-être que cette propriété-là fait pas l'affaire. Oui. Mais quand ils l'ont visité, ils l'ont vu, ils l'ont senti, ils ont vu la lumière, les voisins, les matériaux. 2 semaines après, cette propriété-là se vend à quelqu'un d'autre, je les informe. Tu sais, la propriété qu'on a vue l'autre fois qui ne convenait pas tout à fait à court, elle s'est vendue de tel prix. Puis ça, là, les gens, ils enregistrent. Puis à un moment donné, ils deviennent des experts d'un condo entre 400 et 600 000 dans le Milex en 2026. C'est ça. C'est un peu ça qu'on fait. Puis ça, là, c'est tellement précieux d'avoir un courtier comme ça à tes côtés, en plus de leur faire éviter tous les pièges liés à l'inspection, le financement, choisir un notaire, un bon inspecteur en bâtiment, ainsi de suite. Ça, mais moi, j'aime bien les éduquer. Je veux qu'ils deviennent des experts eux-mêmes. Fait qu'ils peuvent me faire confiance, mais ils n'ont pas besoin. Après une couple de semaines, ils deviennent
des experts de ce qu'ils recherchent. Puis, dans la façon d'éduquer les gens aussi, je pense que tu parles tout le temps de la règle du 3 Ça, c'est vrai. OK, je veux que tu l'expliques, ta règle du 3 Bien, la règle du 3 là, c'est parce que là, ils sont devant moi, ils ont fait leur devoir, sont qualifiés, ils ont mise de fonds, tombent en amour. Le condo, souvent, c'est un condo que les jeunes peuvent s'acheter, mais des fois, ça peut être un plex. Puis là, mettons, ils achètent un duplex, puis là, ils sont en amour, sont prêts, sont qualifiés, le loyer, tout fonctionne. Mais là, il dit, c'est vraiment la limite de ce qu'on peut se payer. Tu sais, nous autres, on peut acheter un plex de 800 000. Oui. Celui-là, il est à 820. On est étiré tout bas, tout côté. Là, je leur dis, oublie pas une chose. Peu importe ce qu'on fait comme inspection en bâtiment, il y a des choses qui vont sortir. Je dirais qu'une bonne règle, c'est qu'environ 3 de la valeur du bâtiment vont être des choses qui vont être à rénover que tu n'as même pas vues. Toi, tu penses rénover la cuisine, peinturer, sabler, plancher, mais il y a 3 de choses, des joints de briques, de la maçonnerie, un drain qui est bouché, un tuyau qui est à remplacer, une entrée électrique qu'il faut augmenter. Et ça, c'est des choses que je leur dis en partant. Fait que je dis, garde-toi un coussin. Si après l'inspection, on s'aperçoit que finalement, il n'y avait pas 3 mais tant mieux, tu auras un peu plus de sous. Tu as plus d'argent à dépenser. Mais si c'est prévu d'avance, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Tu vas budgéter ce coussin-là qui est très précieux. Parce que les gens pensent qu'une fois que tu as acheté, c'est fini. On le sait, toi puis moi, qu'en vendant des maisons, c'est pas fini. Il y a toujours quelque chose à faire sur une propriété. OK, je l'aime, cette règle-là du 3 Bon, idéalement, quand tu magasines puis que tu achètes une maison, tu vas avoir du temps. Mais il y a des circonstances, comme je pense à des décès ou des séparations, qui font en sorte que tu es forcé d'acheter rapidement. C'est quoi les conseils que tu peux donner à ceux qui ont une contrainte de temps? Dans l'achat d'une maison. Bien, ceux qui sont pressés, tu veux dire? Oui. Bien, c'est sûr que ceux qui sont pressés, bien, je leur dis, on peut essayer rapidement de trouver chaussures à votre pied, mais j'aimerais pas ça que vous achetiez n'importe quoi parce que vous êtes pressé, parce que tu n'es pas supposé être pressé quand tu fais un achat aussi important que ça. À la limite, je peux leur suggérer de louer un endroit temporairement. Ah oui, t'aimes mieux ça que prendre ce que j'appelle une maison de transition. Exactement. Ah oui. Une maison de transition, ça comporte des risques. Tu sais, quand on vend une propriété, il y a taxes de bienvenue qu'il faut savoir. Il y a des frais de notaire, il y a des frais de coursier, il y a des frais de déménagement. Donc, il y a plusieurs frais. Donc, vaut mieux prendre un peu plus de temps puis faire le bon achat pour qu'on puisse le garder plus longtemps que de faire plusieurs transactions de transition. Je dirais la même chose quand les gens veulent acheter une maison de campagne. Moi, j'ai des clients, là, ils prennent leur retraite, il y a une grosse maison en ville, ils veulent la vendre, puis acheter un condo, puis aller habiter à la campagne. Puis là, je dis, avez-vous déjà habité à campagne? Avez-vous déjà... Non, on n'a jamais eu, mais là, moi, je trouve voulu ça. Puis là, ils s'en vont à campagne. Puis là, un an après, ils me rappellent, hey, c'est plate en maudit, je veux revenir en ville ou je veux garder un pied à terre. Je ne sais pas si tu en connais du monde de même, mais moi, je leur dis toujours, la campagne, c'est formidable, mais pour devenir un expert de cette région-là qui vous intéresse, louer donc une maison ou un chalet pendant un an, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, pendant un an, toutes les saisons, pour voir, j'aime ça l'hiver, j'aime ça l'été, c'est un beau coin, c'est quelque chose que j'aime. Puis en étant sur place, je suis capable de voir des exemples de propriétés qui se sont mis en vente, qui se sont vendues, puis enregistrées, parce que on veut faire le meilleur achat possible. OK. Moi, je veux profiter de ton expertise parce qu'on a peut-être des investisseurs qui sont à l'écoute en ce moment, ceux qui flippent aussi beaucoup. Conseil pour ces gens-là dans ce marché de vendeurs en ce moment-là. Comment tu réussis à faire des coups alors que tu n'es pas dans un marché qui t'aide en ce moment? C'est un bon moment? C'est toujours un bon moment. Je te dirais qu'il y a des gens qui disent, moi, j'achète, mettons, un immeuble tous les 3 ans, peu importe c'est quand, puis sur le temps, c'est toujours gagnant parce que le terrain continue toujours à s'apprécier. Mais il faut être quand même un peu stratégique. OK? Il y a des saisons, il y a des périodes où il y a moins de transactions. Il y a des périodes, par exemple, au mois de novembre, décembre, le monde a la tête aux fêtes, commence à faire froid, il fait noir de bonne heure, il y a du monde qui part. Tout d'un coup, il y a quand même un petit peu moins d'effervescence. Puis là, il sort une propriété en vente. Ça peut être une bonne opportunité. Il y a des gens aussi qui sont très habiles de leurs mains ou qui sont des entrepreneurs. Bien, eux, les gens professionnels
comme toi et moi. Des fois, on n'a pas nécessairement ces habiletés-là. Parle pour toi, Georges. Ouais, peut-être toi, t'es as. Moi, je les ai pas. Alors, Zéro. Bravo. Si tu les as. Moi, j'en ai pas. Fait que moi, si j'achète je vais avoir tendance à acheter quelque chose qui a moins de travaux, puis quitte à payer plus cher. Mais il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a beaucoup de gens qui créent de la valeur en achetant des propriétés à rénover, qui éventuellement les améliorent avec le temps. C'est comme un immeuble à revenus, là, j'aime ça comparer ça à un gâteau. Quand tu fais cuisiner un gâteau chez toi, là, tu sors cette espèce de gâteau plein, là, tu sais, comme il est bien fait, il est supposé être moelleux. Mais là, un immeuble à revenus, c'est un peu comme ça là, au début, puis à chaque année, tu mets un petit peu de glaçage, puis après ça, tu mets un autre étage par-dessus. Un petit peu puis à un moment donné, dans 20 ans, tu as un beau gâteau qui est tout payé parce que l'effet de levier, les locataires t'ont aidé à payer l'hypothèque, les taxes, et c'est une forme d'enrichissement importante pour beaucoup de Québécois. La plupart des millionnaires au Québec sont millionnaires à cause de leurs immeubles. Et donc, des immeubles à revenus, ça, c'est encore plus rapide parce que là, il y a un effet multiplicateur. Ouais. Alors, il y a des stratégies, il y a des timings dans la façon de réaliser les conditions. Quand on est dans un marché de vendeurs, forcément, de faire des promesses d'achat conditionnelles à la vente d'un autre bien, c'est plus difficile de négocier. Si on a une promesse d'achat où le financement est déjà ficelé, qu'on est un acheteur avec des conditions qui sont assez souples, les vendeurs vont tenter à vouloir faire affaire avec vous puis vous privilégier. Alors, il y a des stratégies, mais encore là, il faut faire ses devoirs. Il faut comprendre les loyers dans ce secteur-là, puis essayer de deviner, comme par exemple, on a vu qu'avec le REM, ben, eux, ils mettent une taxe. Tout le monde qui construit en dedans d'un kilométrage du REM paie une taxe supplémentaire de 10 % sur leurs travaux. Donc, on voit que si on sait, par exemple, qu'il y a un développement qui s'en vient, bien ça peut être une source de création de valeur pour les immeubles qui vont être situés autour de ce nouveau centre d'intérêt. OK, on vient d'avoir un tip, tout le monde! Vient d'avoir un tip, je suis contente! Derrière chaque transaction réussie, il y a une stratégie. Mon rôle est d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour un service clé en main, compétent, intègre et bienveillant, rendez-vous sur bardagie.com. Vous avez un projet immobilier en tête? À la Banque nationale, que ce soit pour l'achat d'une propriété, un refinancement ou un renouvellement hypothécaire, nos experts et expertes en financement résidentiel vous accompagnent à chaque étape. Découvrez-en plus en visitant le bnc.ca/maison. OK, parlons maintenant d'acheteurs de maisons qui commencent leur visite, là. Premièrement, toi, comme courtier, tu regardes quoi là, sur un listing? Qu'est-ce qui va accrocher ton œil? Bien, nous, on a un genre de scan là, dans le cerveau maintenant à force de le faire. C'est sûr. Mais disons que on regarde rapidement les photos, ça me donne une idée si c'est une propriété qui est scrap, en bon québécois. Oui. Médiocre, ça, c'est une scrap avec une fournaise puis un toit neuf. En bon état, ça, c'est une maison qui a été rénovée il y a à peu près 12 à 20 ans. Elle n'est pas scrap, mais on appelle ça en anglais outdated. Elle est passée de mode un petit peu. Oui. Après ça, tu as en très bon état. Ça, c'est une rénovation qui a 2 à 5 ans parce que là, c'est récent, ça a été fait de bon goût. Et puis, la première catégorie, c'est excellent état. Ça, c'est une rénovation neuve. C'est 0 à 2 ans. Elle est presque neuve. La propriété a été refaite au complet. Fait que ça, mon scan passe les photos. Après ça, je vais regarder la superficie parce que c'est ça qui est pour moi est le plus important. L'adresse, je l'ai déjà vue parce que je sais c'est où. Je regarde la superficie du terrain et la superficie habitable. Parce que, veut pas, c'est très facile, surtout dans les condos, de faire une évaluation en fonction des condos avec des pieds carrés, donc la valeur au pied carré. Mm-hmm. Mais ça se fait aussi dans les maisons. Tu as une maison de 2000, 3000, 4000 pieds carrés, c'est pas le même prix, mais c'est pas une règle de 3 non plus. C'est pas parce qu'une maison est 2 fois la grandeur d'une de 2000 pieds. Une règle en évaluation, c'est que ça vaut plus cher, mais ça vaut pas le même prix au pied carré parce que pas beaucoup de monde pourrait se payer cette maison de 4000 pieds si dans le secteur, c'est toutes des maisons de 2000 ou à peu près. Ça, c'est une règle que je vois. Fait que ça, c'est des choses que je vais repérer. Ensuite, on va regarder, bien sûr, les courtiers immobiliers ont l'habitude de mettre ce qu'on appelle les highlights dans les remarques, les premières phrases qu'on voit. Donc, je dis, nous, quand on fait nos fiches techniques à l'équipe Bardagie, ce qu'on fait, c'est qu'on met c'est où, c'est quoi la propriété qu'on vend, c'est quoi les highlights. À cette maison-là, une grande verrière, une cave à vin, un foyer, elle a une piscine, un garage double. C'est toutes des choses qu'on veut qui ressortent. Donc ça, je vais lire ça en premier. Puis après ça, bien là, il y a une foule d'informations dans l'addendum. Puis on a surtout la déclaration du vendeur. La fameuse déclaration du vendeur qui est obligatoire pour tous les biens immobiliers de moins de 5 logements au Québec. Il faut faire une déclaration. Donc le vendeur, c'est un genre de formulaire qui dit « Avez-vous déjà eu de l'infiltration d'eau? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a de l'amiante? » Puis là, il faut prendre connaissance de ça, mais ça se fait après. Parce que
la première chose, il faut tomber en amour, il faut que la maison convienne. On ne va pas aller vérifier s'ils ont un drain français si on n'aime pas la maison. OK. Puis là, d'ailleurs, ça m'amène à des déclarations que les propriétaires doivent faire. Oui. Je ne sais pas si tu conseilles à tes clients, quand ils veulent acheter, de poser bien des questions aux propriétaires, mais entre autres, j'aimerais ça qu'on aborde un peu les décès dans une maison. Qu'est-ce que tu es obligé de déclarer puis pas déclarer? Dans la déclaration du vendeur, il y a une phrase qui dit « Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu une mort violente ou un suicide dans une propriété. » Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont superstitieux, qui veulent rien savoir. Ils ont peur des fantômes ou peu importe. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, c'est ça, j'achète pas. Bon. Je suis désolée. Alors, ça, mais il y en a d'autres, ça ne les dérange pas du tout. Puis eux autres, ils voient même une occasion de peut-être faire une meilleure affaire. Donc ça, c'est une déclaration obligatoire dans la déclaration du vendeur. Mais je dirais que c'est vraiment une minorité des cas où on s'attarde à cette question-là. On parle beaucoup. Tu sais, plus de 60 % je pense, des réclamations au Québec en vice caché se font sur l'étanchéité, sur des problèmes d'eau, des infiltrations d'eau au sous-sol ou par le toit qui peuvent éventuellement causer de la moisissure, puis beaucoup de problèmes. Je dirais que 60 %, on se concentre beaucoup sur ces problèmes-là. Y a-t-il déjà eu une infiltration d'eau au sol? Y a-t-il déjà une infiltration d'eau au toit? Comment ça a été réparé? Avez-vous des documents? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent coûter de l'argent puis qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors que l'inspecteur peut facilement inspecter l'entrée électrique, les tuyaux de plomberie. Ça, c'est des choses qui sont plus faciles à inspecter. Les fenêtres, l'état de la brique. Mais des choses qu'on ne voit pas, c'est ça qu'on essaie de découvrir, autant comme courtier avec notre client, puis éventuellement l'inspecteur en bâtiment qu'on va leur recommander. OK. Pour les vendeurs, on a parlé des offres multiples. Oui. Maintenant, quand tu es du côté de l'acheteur puis que tu fais partie de plusieurs offres, quel conseil tu donnes pour te démarquer? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Ça, c'est tellement une bonne question et tellement d'actualité. L'abordabilité est très difficile au Canada. Un peu moins pire au Québec. Une chance, quand on se compare, on se console, mais c'est quand même difficile pour beaucoup de jeunes d'acquérir leur première propriété. La première chose, c'est moi, je leur dis, là, quand on écrit la promesse d'achat, il faut quasiment mettre un ruban rose dessus. Là. Ça veut dire que la préqualification est là. On sait, les conditions sont claires. On a lu la déclaration du vendeur. S'il y a un rapport d'inspection pré-vente, on en a pris connaissance, on le déclare. On essaie d'être souple avec les dates que le vendeur souhaite obtenir. On met un dépôt. Le dépôt, là, moi, je suis comme un dinosaure au Québec. Il y a beaucoup de courtiers. Le dépôt n'est pas obligatoire. La compte, comme on dit dans la promesse d'achat. Puis là, tu achètes une paire de pantalons au magasin, il faut que tu mettes un dépôt quand tu les commandes. Mettons, moi, au centre-ville. Mais une maison, tu achètes une maison de 1 million, puis le monde ne met pas de dépôt. Fait que moi, je mets un dépôt, puis savez-vous quoi? Les acheteurs... Mais tu mets ça de ta poche ou de celle des... C'est un dépôt en fidécommis. Hein, ça ne va pas directement au vendeur. Je pensais que tu étais généreux de même. Non. L'acheteur met dans sa promesse d'achat qu'une fois que les conditions vont être réalisées, il va avoir un acompte versé entre le moment où la promesse d'achat va être signée et l'acte de vente. Et ça donne confiance, surtout les vendeurs qui sont souvent un peu plus âgés, ça fait longtemps qu'ils sont dans leur maison. Eux, quand ils étaient plus jeunes, tout le monde mettait des dépôts. Fait qu'eux, ils respectent ça. Puis si l'inspection ne fonctionne pas, le dépôt est remboursable. Fait que c'est pas une grosse affaire financièrement. Tu perds un peu d'intérêt sur une somme d'argent pendant d'habitude 60 jours. C'est Nick Jam, mais ça donne confiance aux vendeurs. Fait qu'à prix égal, souvent, ils vont avoir tendance à faire ça. Puis le ruban rose, là, je dirais, moi, je l'ai vu tellement souvent, les gens, au début, je n'y croyais pas, mais là, je suis obligé de vous dire, ça marche. Faites une petite lettre de présentation. Comme, voici, nous sommes un jeune couple. On est un jeune couple, on travaille là, moi je travaille ici, on a un bébé, regarde s'il est cute, puis on a un chien, regarde s'il est cute, puis on aimerait tellement ça, c'est notre rêve d'habiter votre maison puis d'en prendre soin comme vous l'avez pris. Puis les gens ils disent, ben ouais, mais là, tu sais, ils offrent 10 000 de moins. Mais j'ai vu des gens, vendeurs, accepter des offres moins chères parce qu'ils sont tombés en amour avec leur acheteur. Puis ils ont dit, moi, je m'en fous, j'ai assez accumulé d'équité dans ma maison, c'est à eux autres, je vais vendre ma propriété. Et ça, je suis obligé de dire que ça fonctionne. Ça fait partie de la stratégie maintenant de bien présenter son offre. Puis il faut s'assurer que le courtier soit bon à vendre ses acheteurs parce que là, des fois, tu es en compétition. Maintenant, au niveau du prix, c'est là où ça devient le plus énervant pour l'acheteur. Puis je les comprends. On parle de beaucoup d'argent. Mais ce que je leur dis, écoutez, vous aimez la maison, si vous l'aimez dans un marché de vendeurs où il y a peu d'offres, bien, il est possible qu'un autre acheteur l'aime aussi, donc c'est normal. C'est vrai, il y a une autre promesse d'achat ou deux. Mais là, ils me disent, Georges, quel prix je devrais offrir?
Je veux dire, c'est pas à moi de vous dire quel prix va offrir, parce que si mettons, ils demandent 800 000, puis je dis, mettez 810, puis ça se vend 815, tu vas me dire, Georges, tu ne m'as pas donné le bon conseil. Ce que je leur dis, là, c'est vraiment ce que je pense, c'est à partir de quel prix ça ne vous dérange pas de perdre cette propriété-là. Ah, quelle bonne phrase! Ben oui. Parce que c'est pas à moi de décider. C'est pas moi qui va payer l'hypothèque pendant plusieurs années, qui va entretenir la maison. Alors, je dis, réfléchissez. Fait que là, ils disent, ouais. Fait que là, je dis, mettons qu'elle se vend 810 000, puis vous avez offert le plein prix à 800. Allez-vous être déçu? Oui. Ben, si la réponse est oui, ben, mets un montant plus élevé. Si la réponse est non, ben, mets ton 800 000, puis on va prendre nos chances. Peut-être que l'autre offre est moins élevée que 800 000, tu vas l'avoir. Dans tous les cas, on va finir par savoir combien c'est vendu. Ça va faire un nouveau comparable enregistré. Alors, je dis, allez-y en fonction des moyens. Respectez votre cadre budgétaire. Puis étirez-vous un peu parce que vous ne voulez pas la perdre. Puis vous voulez. Parce que, tu sais, il y a un coût aussi à magasiner une maison pendant 2-3 mois. Tu as beau aimer ton courtier, là, mais sortir à chaque semaine, passer des heures à visiter, vivre des frustrations de perdre, c'est tellement énervant. Mais en bout de ligne, des fois, ça vaut la peine de s'étirer pour la bonne maison que vous allez habiter là, des fois pendant 15-20 ans et plus. Alors, moi, je pense que ça, c'est des bons petits trucs pour essayer de gagner la faveur des vendeurs. J'aime ça, cette phrase-là aussi, je vais me répéter quand je vais aller magasiner des pantalons. Oui. Jusqu'à quel prix je suis correct? Tu veux savoir, en 35 ans de carrière, un fun fact, là, oui. J'ai des clients, souvent aussi des clientes, qui rentrent dans une propriété, ça prend pas 30 secondes, puis ils disent, c'est celle-là. Ils savent déjà que ça va être elle. Oui. Puis ils s'en vont acheter une paire de souliers au magasin, ils peuvent passer une heure, je l'aime-tu elle. Puis tu sais, c'est un achat beaucoup moins important. C'est très émotif, l'achat immobilier. Mais je suis contente que tu dises ça parce que les 2 maisons que j'ai achetées, ça a pris quelques minutes. Je savais que j'allais vivre là. Puis je suis pas capable de l'expliquer. Pas capable de l'expliquer, mais on dirait que tu le sais puis que tu te dis... OK, je suis capable de me projeter, de me voir là. Je sais que je vais vivre ici. Puis je ne suis pas la seule à vivre ça. La plupart de mes amis ont vécu le même sentiment. Puis c'est ce qui fait aussi que comme acheteur, tu deviens trop émotif des fois puis que tu veux absolument acheter la maison. Ce que tu dis, c'est déjà à moi, cette maison-là. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle communément, dans notre jargon, à nous, le coup de cœur. Toi, tu as eu des coups de cœur. Tu n'es pas la seule, effectivement, le coup de cœur. Mais une fois que le coup de cœur est fait, ça, c'est de l'émotion. Oui. Mais là, toi, ta job, le rationnel, il embarque. Oui. Puis là, OK, là, il faut que je fasse une promesse d'achat. Il y a de l'argent qui sort, il faut que je mette un dépôt. L'argent sort du compte de banque, il y a des paiements hypothécaires, il y a des travaux à faire. C'est là où moi, j'embarque, puis je dis, Isabelle, tant mieux, oui, c'est une bonne propriété. Fais attention à ça, 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 ça. Puis je t'informe des pièges à éviter ou de l'entretien à venir. Ça, c'est le côté moins le fun rationnel, mais je ne te décourage pas de réaliser ton coup de cœur parce que c'est ça qu'on fait. On aide les gens à réaliser leur rêve immobilier. Fait que juste avant de résumer, donc, tu sais, mettons tes 4 meilleurs conseils pour des acheteurs, c'est quoi les pièges qu'on doit éviter? Bien, c'est de tomber en amour avec la propriété qui est trop petite ou au mauvais endroit. Ça, c'est un gros piège. De respecter donc les 4 étapes, d'être bien préparé au niveau financier, on va voir ça dans un prochain balado avec les gens de la Banque nationale, d'être bien éduqué, de connaître le secteur que vous voulez acheter, de savoir ce qui sort, ce qui s'est vendu, combien ça se vend au pied carré, à tel étage, telle orientation. Donc, devenez des mini-experts de votre secteur, puis de présenter la promesse d'achat, comme je l'ai dit, avec un beau ruban rose, pour que si vous êtes en situation de promesse d'achat multiple, ça soit la vôtre qui soit retenue. Puis si tu me permets, Georges, je veux faire du pouce sur le quartier parce que je pense que souvent, il y en a qui se disent « Ah, je vais aller à l'autre quartier après, ça va être juste un peu moins cher. Mais à toutes les fois de ta vie, tu vas passer devant le quartier dans lequel tu veux vraiment le vivre puis tu vas peut-être le regretter. Fait que moi, je suis d'accord. Le quartier, là, ça doit faire partie tellement de l'équation puis on devrait vraiment prendre le temps de trouver dans le quartier qu'on... C'est le premier critère, c'est la localisation. Fait que tu as raison. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Fait que des fois, d'acheter dans un quartier un peu plus loin, c'est une décision rationnelle. Souvent, ce qui se passe, c'est de 3-5 ans, quand les moyens sont plus importants puis que la maison a pris de la valeur, on arrive à ramener les gens dans leur quartier de rêve. Puis ça, c'est tout à fait normal. Je pense que dans les cours des choses, c'est normal. Avec les premiers acheteurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est plus difficile l'abordabilité, c'est plus difficile de mettre la mise de fonds, mais c'est aussi la génération des 18-34 ans qui va hériter le plus
de toutes les générations de Québécois. C'est le plus grand transfert d'argent intergénérationnel quand les baby boomers vont commencer à partir. Et donc, c'est plus difficile maintenant, mais pour plusieurs d'entre eux, environ 30 à 40 %, il y a un héritage. L'héritage moyen au Québec est de 165 000 par famille présentement. Wow. Alors donc, ça, c'est ce que nous, on n'avait pas peut-être autant quand nos parents ont acheté leur maison, ils avaient peu d'héritage qui venait avec. Bon, ben, j'espère qu'on vous a aiguillé, chers acheteurs, dans ce marché de vendeurs. Puis le prochain épisode, ben, on va parler de la copropriété. Ça aussi, c'est un monde en soi. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, puis c'est tout à fait approprié. De plus en plus seuls, les ménages, fait que c'est tout à fait approprié. Fait que oui, les condos, il se passe une petite révolution là-dedans. On va en parler. Ce balado est une production de Cogeco Média. Merci à nos partenaires Agence immobilière Bardagie et Banque Nationale.